compense son retard. J'espère que vous passez une bonne après-midi. Je vais peut-être faire un petit numéro de claquette. Le voilà. Bravo! Non, les laissez pas. C'est très violent, c'est très violent. En fait, c'est là. On a encore un petit trajet. Bonjour. Oui, c'était agité. Alors, on parlait des logements sociaux pas accessibles parce que trop peu nombreux. On va commencer à parler de la loi SRU, à reparler de la loi SRU. Vous souhaitez augmenter les fameux 20% de logements sociaux prévus par cette loi pour passer à 25 ? 25%, parce que nous manquons de logements sociaux, parce que beaucoup de communes, trop de communes, ne respectent pas les normes actuelles et qu'il faudra non seulement relever de 20 à 25%, mais multiplier par 5 les sanctions. Et j'ajoute, lorsqu'il y a une mauvaise volonté évidente, je demanderai que le préfet se substitue au maire pour mener la politique de logements sociaux qui n'est pas engagée par la municipalité défaillante. Et ça, c'est une fois que les sanctions ont été payées, les sanctions multipliées par 5, ou c'est un dernier recours ? Oui, c'est un dernier recours, c'est aussi une menace, elle est prévue par la loi. Donc il faut la mettre en œuvre. Il n'y a pas de raison qu'une municipalité, parce qu'elle ne veut pas de logements sociaux, s'exonère en payant une taxe, même multipliée par 5, pour ne pas faire place à la mixité sociale. À un moment, il faut que l'État montre qu'il a le dernier mot. Mais pour rattraper justement le retard de ces communes, c'est plus que 20% ou 25% de logements sociaux dans les nouveaux programmes. Il faudra placer la barre à 50%, 75% pour rattraper ? Déjà, si un certain nombre de communes respectaient la règle des 3 tiers, ce serait bien sur toute nouvelle opération. C'est-à-dire un tiers logements sociaux, un tiers logements intermédiaires et un tiers logements en accession à la propriété. Mais vous savez, moi, je ne peux pas supporter l'idée que certaines communes font tout pour qu'il n'y ait pas de logements sociaux. Et quand un terrain se libère, eh bien, la première volonté de ces communes, c'est de les laisser à un promoteur privé plutôt qu'à un bailleur social. D'où la proposition aussi que je fais. C'est-à-dire que l'État, qui dispose de nombreux terrains, ou des organismes qui sont proches de l'État, comme Réseau Ferré de France, eh bien, l'État mettrait à disposition gratuitement ces terrains auprès des collectivités locales pour qu'il y ait une construction qui soit engagée par ces collectivités. Alors justement, Nicolas Sarkozy s'est bien moqué de vous à ce sujet, estimant que vous alliez donner ces terrains aux collectivités locales sans garantie et ruiner ainsi l'État. Est-ce que vous pouvez préciser cette mesure ? Franchement, si on continue à dire aux collectivités, l'État a des terrains, mais va vous les vendre très cher pour que vous fassiez du logement social pas cher, ça ne marchera jamais. Et d'ailleurs, c'est ce qui se produit depuis 5 ans. Ça ne marche pas. Mais moi, je ne vais pas inventer, parce qu'il y a une campagne électorale, un droit opposable au logement, bonne idée, et puis ensuite, pas de logement à proposer à ceux qui en demandent. Parce que ça a été une illusion. Et à un moment, il faut éviter de vendre de l'illusion. Parce qu'il y a aussi, 5 ans après, des électeurs qui s'en souviennent. Sur une autre illusion, c'est d'imaginer qu'en augmentant de 30% les coefficients d'occupation des sols, on va donner des logements, alors qu'aujourd'hui, cette seule annonce a bloqué un certain nombre de transactions qui devaient se faire sur des terrains à bâtir. Qui vont être plus chers, c'est ça ? Qui vont être plus chers et qui ne vont pas être vendus avant longtemps. Et d'ailleurs, je fais une proposition fiscale, puisque c'est le moment d'en faire, c'est que sur les terrains à bâtir privés, là où l'État n'a pas de responsabilité,
La tentation, après un plan local d'urbanisme, c'est que le propriétaire du terrain garde ce terrain le plus longtemps possible pour que ce terrain s'apprécie. Eh bien, je proposerai une taxe qui soit sur les plus-values, mais qui incite à vendre le terrain le plus vite possible. La taxe sera d'autant plus forte que le terrain sera retenu le plus longtemps possible. Ainsi, le terrain sera libéré et permettra des constructions, et notamment des constructions sociales. Alors, vous prévoyez la construction de 2,5 millions de logements sur tout le quinquennat, intermédiaires, sociaux, étudiants. Est-ce que vous pouvez préciser un peu la répartition? Il nous faut 150 000 logements sociaux, mais il faut aussi des logements très sociaux. D'où la nécessité d'opérations qui soient finalement cohérentes. Nous avons besoin de toutes les sortes de logements. Et nous avons besoin de mixité sociale. D'où l'idée, pour favoriser la construction de logements sociaux, de doubler le plafond du livret A. C'est-à-dire, aujourd'hui, le livret A sert à collecter une épargne dont l'affectation va aux logements sociaux, à la construction de logements sociaux. Le plafond du livret A, c'est 15 000 euros. Si ce plafond est doublé, 30 000 euros, nous pouvons à ce moment-là dégager 20 à 30 milliards d'euros supplémentaires pour le financement du logement social. Et donc ça nous permettra de lancer beaucoup plus de programmes de logements sociaux qu'aujourd'hui. Oui, Monsieur Hollande, sur ce point, nous vous avons bien entendu lors de votre précédent discours. Donc ça va dans le sens de ce que nous demandons dans le contrat social, de renforcer finalement les bailleurs sociaux, c'est-à-dire de leur donner plus de capacité de produire, et on en a besoin parce que le logement social fait défaut, et nous portons également un objectif de 150 000 logements sociaux. Est-ce que vous pouvez nous dire si ce doublement du plafond du livret A va occasionner des économies par ailleurs? Est-ce qu'on va baisser le taux, par exemple, pour les bailleurs sociaux quand ils vont acheter? Est-ce que ça va s'accompagner d'une augmentation de l'aide à la pierre, dont on a vu qu'elle a fondu, et qu'elle nuit aujourd'hui à la livraison et à la production de logements sociaux? Alors, premièrement, si nous arrivons à mobiliser une épargne supplémentaire, ça ne coûte rien au budget de l'État, sauf l'avantage fiscal lié à la non-taxation des intérêts d'emprunt sur le livret A. L'idée, c'est si on mobilise une épargne supplémentaire, c'est qu'elle soit affectée aux 2/3 aux logements sociaux, à la construction de logements sociaux. Et grâce à cette épargne supplémentaire, nous ferons baisser le taux d'intérêt pour les bailleurs sociaux. Et ça, c'est très important. Ça permettra de baisser le prix de sortie du logement social. Alors, imaginez une opération où l'État a mis gratuitement à disposition les terrains. Sur ces terrains, des logements sociaux sont créés grâce à cette augmentation d'épargne destinée aux bailleurs sociaux. Nous avons là toutes les occasions de sortir des logements moins chers qu'aujourd'hui. Mais est-ce que pour autant, cette mobilisation de l'épargne dispenserait l'État d'un effort supplémentaire? J'entends bien votre question. Est-ce qu'il n'y aurait pas, finalement, grâce à ce doublement du plafonnement du livret A, un intérêt pour l'État de se désengager complètement de l'aide à la pierre? Aujourd'hui, l'aide à la pierre, c'est 280 millions d'euros. 280 millions d'euros, c'est très peu. Donc je propose, vous connaissez les contraintes, de doubler l'aide à la pierre dès l'année 2013. Donc de revenir au niveau d'il y a 2-3 ans, qui était aux alentours de 500 millions d'euros. Vous prévoyez aussi un plan d'isolation thermique, hein, ça c'est votre côté écolo. 1 million de logements par an bénéficieraient d'isolation thermique de qualité. Il s'agit donc de logements sociaux? Non. D'abord, ce n'est pas mon côté écolo, c'est mon côté social. Parce qu'on peut faire de l'écologie et du social en même temps. Isoler les logements, c'est permettre non seulement de faire des économies d'énergie, mais en même temps de faire baisser le poids des charges pour le locataire, voire même pour le propriétaire. 1 million par an d'isolation thermique sur les logements. 1 million de logements donc qui seraient ainsi traités. 600 000 pour les logements anciens, 400 000 pour les logements nouveaux que nous mettrions sur le marché. Ça vaut pour tous les logements, mais d'abord pour les logements sociaux, pour les bailleurs sociaux, mais pas seulement pour les bailleurs sociaux. Donc comment ferait-on? Eh bien, il y aurait là une aide puissante qui serait donnée aux propriétaires, aux locataires, pour permettre cette isolation thermique des logements. Par quels moyens? Quelle sorte d'aide? Alors l'aide, de ce point de vue-là, elle peut être fiscale, elle peut être une subvention,
Elle peut être les deux, on me le souffle que ça peut être les deux, ça sera les deux. Et ce sont les fameux emplois d'avenir qui vont s'occuper de ce travail-là? Les emplois d'avenir, c'est-à-dire les emplois jeunes que l'on pourrait créer, certains seraient affectés à cette mission de faire le diagnostic sur l'isolation des logements. Vous savez qu'en France, on a une perte considérable d'énergie par le défaut d'isolation de logements. Et donc c'est un enjeu, je l'ai dit, social, économique, parce que ça créerait des milliers d'emplois dans le secteur du bâtiment. Mais c'est un enjeu surtout social, de baisse des charges. On parle beaucoup des loyers, comment les réguler, c'est une difficulté. Mais là, on est sûr qu'on baisserait les charges locatives. Et donc c'est un enjeu très important, et pour l'emploi, et pour le pouvoir d'achat, et pour l'écologie. Et pour le budget, c'est un investissement considérable? Oui, c'est un investissement important qu'on a chiffré sur l'ensemble du quinquennat à près de 2 milliards d'euros. Et qui est financé comment? L'idée, ce serait, dès lors qu'il y a une rente nucléaire, on pourrait quand même prélever une partie sur la rente nucléaire pour financer. On prélève sur la rente nucléaire? Je veux dire sur les bénéfices d'EDF, pour être précis. Alors, vous voulez rajouter quelque chose? Vous prévoyez également une nouvelle tarification progressive de l'eau, de l'électricité et du gaz pour sortir 8 millions de Français de la précarité énergétique. Ça aussi, d'ailleurs, vous ne l'avez pas un peu piqué aux écologistes? Même si c'est une mesure sociale? Mais moi, je ne veux pas apprendre à qui que ce soit. Je pense que les bonnes idées doivent être mises en pratique, c'est tout. Et ça, comment vous le financez? Je ne suis pas dans une compétition. S'il y a une bonne idée quelque part qui était mise, mieux vaut la prendre, sans savoir d'où elle vient. Mais enfin, en l'occurrence, elle vient de tous ceux dans les associations qui nous ont dit qu'il y a 8 millions de précaires énergétiques. Et ça, comment vous le financez? Et donc, là, ça se finance, tout seul? je vais dire presque tout seul, puisque, en gros, il y a un forfait de base. Il y a un forfait de base qui doit être maîtrisé et moins cher. C'est-à-dire que les premières consommations d'eau, d'électricité, de gaz sont tarifées plus bas qu'aujourd'hui. Et puis, les consommations supplémentaires, celles qui révèlent sans doute un niveau de revenu, mais pas seulement un niveau de revenu, aussi un niveau de gaspillage, eh bien les consommations supplémentaires sont tarifées davantage. On a commencé à évoquer les loyers, vous ne les bloquez pas, vous les encadrez. Expliquez-nous par quel processus, par quel mécanisme? Là, il s'agit d'une procédure qui a été évoquée pour la première fois par la Fondation Abbé Pierre. C'est l'idée que dans les zones sous tension, pour la première mise en location, pour la relocation, il y a une vérification de ce qu'est le loyer moyen du bassin de logement de vie considéré. Et donc, le loyer est encadré au niveau du loyer moyen de la zone de vie. Ce n'est pas un gel, comme il a été dit, des loyers, ce n'est pas un contrôle sur l'ensemble du territoire, c'est uniquement sur les zones en tension, lorsqu'il y a une première mise en location ou une relocation, pour qu'il n'y ait pas, ça peut arriver, de la part de toutes sortes de propriétaires, la tentation de mettre le loyer beaucoup plus haut et ainsi de déstabiliser le marché du logement. Mais ce n'est qu'une mesure, il faut aussi l'accompagner. Il y a un grand problème qui est l'accès des jeunes au logement. Beaucoup de jeunes, vous savez que j'ai fait de ma campagne un enjeu essentiel sur la jeunesse. C'est une grande cause. Si nous voulons que la génération qui arrive puisse être autonome, il faut bien qu'elle accède à un logement. C'est la première condition. Nous savons qu'elle y est empêchée aujourd'hui par des règles de caution qui sont extrêmement difficiles à respecter. Donc, nous aurons à introduire une procédure de caution solidaire, de caution mutuelle, dont la charge sera effectivement prise sur les communes et sur l'État, de façon à ce que nous puissions, à partir d'une petite taxe là aussi, et notamment sur le logement vacant. Parce qu'il y a 2 millions de logements vacants en France. Et que nous devons faire en sorte que celles et ceux qui gardent des logements sans les mettre sur le marché puissent être incités à le faire par une taxe dont le produit irait justement vers les cautions solidaires pour les jeunes. Dans le projet, je n'ai rien trouvé sur l'hébergement d'urgence. Alors, est-ce que vous ne promettez pas qu'il n'y aura plus de SDF qui dormiront dans la rue dans 5 ans? Non, moi je ne fais pas de promesses de cette nature. Et alors, l'hébergement d'urgence? Ceux qui ont dit zéro SDF ou il n'y aura plus de personnes dans la rue, je ne sais pas ce qu'ils vont devenir pour la campagne, mais peut-être qu'ils vont perdre leur logement du moment.
Est-ce que vous promettez au moins qu'il y en aura moins dans la rue? Oui, peut-être, Monsieur Hollande, si vous Parce permettez. que moi, je trouve que lorsqu'on vit des situations comme celle-là, et en ce moment, avec le froid, dire, voilà, plus personne sera dans la rue, et qu'il n'y a pas les logements qui correspondent, il n'y a pas les logements d'urgence. Je ne dis pas que rien n'a été fait, mais il n'y a pas suffisamment. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut en créer davantage. Rien que sur Paris et la région parisienne, 15 000 devraient être créés. Qu'est-ce que nous pouvons faire de plus? Un plan avec les collectivités locales pour permettre au moins que nous mettions à disposition un certain nombre de solutions provisoires. Je pense à des familles que l'on ne peut pas quand même expulser sans avoir trouvé une solution de relogement, parce qu'après, comment s'étonner que des personnes soient dans la rue? Donc voilà, c'est pas simplement une mesure, c'est un ensemble de dispositifs. Oui, c'est ça, Monsieur Hollande, c'est intéressant parce que dans le débat que nous avons là, est-ce que vous avez déjà avancé de votre programme, mais j'imagine que ça va être encore complété, on voit qu'il y a des réformes structurelles importantes en termes de production, de régulation des prix, qui vont produire des effets à terme sur le marché, qui vont rééquilibrer le marché si tant est que c'est mis en œuvre dans le sens où vous le décrivez aujourd'hui. Mais on trouvait effectivement par rapport à notre contrat social que la protection des plus faibles était un peu limitée dans le programme. Et on se dit que dans un premier temps, il faut, dans le programme tel qu'il est présenté aujourd'hui, il faut absolument protéger les plus faibles le temps que ce marché se régule, le temps qu'on ait des niveaux de loyer qui soient en adéquation avec la capacité financière des ménages. On parle de 3,6 millions de mal logés, 10 millions de personnes touchées par la crise, des personnes qui meurent à la rue, on l'a dit ce matin, des personnes qui sont dans des caves, dans des parkings. Dans les campings. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, il y a urgence à les protéger. Et de ce point de vue-là, quelle est votre philosophie d'action? Vous avez raison de dire qu'il y a des réformes qui sont structurelles et qui vont prendre du temps. Et même quand j'évoque la mise à disposition gratuite des terrains, le temps que le terrain soit effectivement cédé à l'euro symbolique ou mis en bail amphithéotique auprès des collectivités locales, le temps que la décision soit prise, que deviennent un certain nombre de personnes qui sont aujourd'hui dans des cabanes, parce qu'il y en a, dans des abris de fortune, ou qui dorment dans les voitures, y compris des jeunes. On me donnait le chiffre, il y a à peu près 400 000 personnes qui refusent un emploi parce qu'ils ne peuvent pas avoir les solutions de logement appropriées. Alors que faire? Mobiliser tous les moyens. J'ai évoqué les logements vacants. Ça, c'est une mesure que l'on peut prendre rapidement. Deuxièmement, éviter qu'on mette à la rue des personnes qui aujourd'hui ont un logement et qui vont se retrouver dans une solution d'urgence qui ne sera pas forcément durable. Donc on interdit les expulsions là aussi? Non, on n'interdit pas les expulsions. On fait quoi? Il y a des expulsions, il y a des... Non, je préfère le dire, parce qu'après, si je ne le fais pas, vous me ferez reproche. Donc il faut que, lorsqu'une personne s'est mise dans une situation où elle n'est plus acceptée dans son immeuble, parce qu'il y a quand même ce cas de figure, et où il y a vraiment un conflit dans l'immeuble, et il faut partir, mais il faut trouver une solution de relogement. Pas d'expulsion s'il n'y a pas une solution de relogement. Oui, dans le contrat social qu'on propose à la Fondation Abbé Pierre, l'idée est la suivante. C'est une idée qui est, j'allais dire d'ailleurs, qui est pratiquée dans certaines villes de nos voisins européens, qui consiste à dire c'est complètement absurde, par exemple avec le droit au logement opposable, d'expulser quelqu'un qu'on va rendre prioritaire du point de vue de la nécessité de le reloger pour l'État. Hein. Donc on marche sur la tête avec une histoire comme celle-là. Et donc l'idée c'est de dire, à travers ce contrat social, ce qu'on propose c'est de dire il faut maintenir la personne dans le logement, quitte à dédommager le propriétaire, le temps de trouver une solution palliative, alternative dans un logement, ou le temps d'échelonner la dette pour que la personne puisse reprendre pied parce que ça a pu être un accident temporaire. On est dans cette logique-là. Et on sait que c'est hyper pertinent pour la famille, mais c'est aussi pertinent économiquement. Quand la ville de Cologne le fait, elle se dit ça me coûte moins cher de la maintenir, de chercher une autre solution que derrière, par exemple, dépenser dans des hôtels sociaux qui sont totalement insatisfaisants pour personne. Oui, mieux vaut éviter de toute façon de mettre des familles à la rue. J'ai été maire, je sais aussi un certain nombre de réalités. Il y a des moments où il faut aussi faire en sorte d'éviter des conflits dans un certain nombre de lieux. Et nous devons encadrer à ce moment-là ces familles, les conduire dans d'autres logements et leur permettre de repartir dans de bonnes conditions. Et éviter aussi qu'un certain nombre de comportements soient regardés comme de l'impunité absolue. Donc voilà, ça suppose un suivi, un accompagnement, une individualisation et pas laisser les personnes simplement attendre le commissaire pour l'expulsion. Vous allez, je pense, signer le contrat social. Est-ce qu'avant, vous voudriez dire un mot? Déjà, est-ce que vous allez le signer? Oui, j'avais eu cette intention je suis dès un le peu départ. emballée, mais... Vous avez
remarquer que j'ai fait des propositions. Si je les ai ainsi proposées aux Français ou présentées aux Français, c'est parce que je me suis inspiré de beaucoup de ce qui avait été déjà réfléchi. Je me souviens d'un certain nombre d'états généraux qui avaient été organisés. Ce qui est très important, c'est de parler de tous les logements, de tous les Français. Quand les classes moyennes sont en difficulté de logement, les classes populaires sont en précarité. Et quand les classes populaires sont en précarité, ça veut dire que les pauvres ne sont pas logés du tout. C'est une chaîne, le logement. Il faut régler toutes les questions du logement, du logement d'urgence jusqu'à l'accession à la propriété. La question du logement, elle n'intéresse pas que les plus modestes, elle intéresse tous les Français aujourd'hui. Et je l'ai dit, c'est une grande cause par rapport à la jeunesse. Donc si je signe ce contrat, d'abord c'est parce que j'en partage et l'esprit et le contenu, mais parce que le logement sera aussi une activité économique. C'est-à-dire que nous cherchons des moyens de soutenir la croissance. Vous avez évoqué aussi l'enjeu écologique. Eh bien, en réglant la question du logement, on permet à des Français de vivre mieux, on permet à une activité économique d'être davantage soutenue et on permet à la France de préparer le XXIe siècle sur une base environnementale. Donc, je m'engage et je m'engage à la fois par rapport à la Fondation, mais je m'engage surtout par rapport aux Français. Et puisque j'ai l'impression que je ne suis pas venu tout seul, qu'il y a des caméras, qu'il y a des micros, ce que je signe là, je le ferai. Je ne viens pas faire une proposition de plus. Je ne viens pas sortir de ma poche une dernière proposition pour convaincre. Il faut qu'il y ait de la cohérence, il faut qu'il y ait de la constance, il faut qu'il y ait de la durée. En matière de logement, c'est sur le temps long et sur l'urgence. On doit faire les deux à la fois. Préparer le temps long et régler l'urgence. Je viens signer ce contrat pour les deux. Merci beaucoup. Alors je vous invite à accompagner Christophe Robert sur l'autre scène pour la signature du contrat social. À bientôt. Et pendant ce temps, nous allons regarder notre dernier magnéto avant d'accueillir Henri Guénaud. Donc j'habite dans un 3 pièces à Nogent-sur-Marne. On a une petite fille et voilà, on était à Paris avant et pendant ma grossesse, on devait changer de logement, on n'avait pas la place pour elle et on a dû aller en banlieue. On ne pouvait pas payer un loyer 3 pièces à Paris. Est-ce que vous vouliez accéder à la propriété, vous, de votre côté ou... Nous, pour l'instant, on n'y pense même pas parce qu'on n'a pas du tout les moyens actuellement. Propriétaire? On ne peut pas se le permettre, déjà rien qu'un loyer. Donc c'est déjà assez dur, donc être propriétaire c'est encore plus cher. J'ai voulu avoir ma propre maison, c'est pas possible. J'ai pris conscience de certains problèmes qui font que, à partir du moment où je serai en retraite, ma maison, je ne pourrai plus la payer. On peut pas